Bonjour mes chers camarades et chers concitoyens, je suis heureux d'être parmi vous pour commémorer les 50 ans d'anniversaire de militants. Je tiens à signaler que voici cette période-là, voilà 50 ans, il y avait beaucoup de pessimistes. On les entendait, ça ne durera qu'une dizaine d'années, 15 ou 20 ans. Ben, on les a fait mentir. Et c'est pourquoi je suis satisfait de voir cette réunion, un nombre public quand même. Et je souhaite une chose, que le combat nationaliste que nous avons mené à l'époque continue. Ne tombons pas dans les ornières des social-démocraties, des libéraux, qui eux sont la ruine pour notre pays. La seule voie, c'est celle du nationalisme associé au social. Ça, nous irons à la tombe. D'ailleurs, nous le voyons à l'heure actuelle, le charivari qu'il y a à l'heure actuelle, les gens de gauche, de droite, qui s'entretuent, qui rejoignent Macron, qui repartent après. C'est la démonstration que le système est sur la fin. On les voit, ils s'entretuent dans le sein de la droite, au sein de la gauche. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la bonne place. Macron a su y faire. On leur reprend des belles places de ministres, de députés. Et là, c'est ce qui va les tuer. Mais par contre, nous, nationalistes, nous devons continuer le combat que nous avons mené depuis X années. Et c'est pourquoi nous sommes ici présents. Et les jeunes qui sont là, je tiens à leur dire, menez le combat, continuez le combat que nous avons mené. Tout dépend de nous, de notre volonté. Nous ne sommes pas des corrompus, nous ne marchons pas dans le système. Nous voulons, c'est un État national et nationaliste et socialiste. C'est la seule chose qui nous sauvera. Ça sera la mort de notre patrie et de la nation. Voilà, mes chers compatriotes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'ai pas fait un texte particulier et je répéterai peut-être ce que d'aucuns ont entendu, puisque mercredi il y avait une réunion de jeunes hommes, dont certains sont ici, et je me permettrai de répéter une partie de mon propos, tout simplement. Je tiens à préciser que les problèmes de vocabulaire sont très très importants. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai entendu que vous disiez, mes chers amis, oui, c'est la bonne formule. Camarade, ça veut dire quelqu'un qui était sur le plan militaire dans toute l'Europe, quelqu'un qui était dans la même chambre. C'est en référence au terme d'une chambrée militaire, camarade. Et alors, c'est utilisé à la fois par les soviétiques, les communistes et les phalangistes. Compagnon, c'est de rompre le pain ensemble, d'ailleurs, c'est indiqué dans le terme même, compagnon. Et, chose assez curieuse, c'est le terme qu'employaient les national-socialistes, Parteigelosen, c'est-à-dire compagnons du parti, et les gaullistes. Tandis que le terme ami convient mieux. Et il devrait être pratiqué exclusivement entre nous, parce que ça fait appel au sentiment, vous voyez. On ne dort pas dans la même chambrée, on ne mange pas occasionnellement la même chose, mais on partage les mêmes sentiments. Et le sentiment est parmi les plus beaux, c'est celui de l'amitié. Voilà. C'est pourquoi je préfère utiliser celui de chers amis. Ensuite de quoi, j'ai très bien connu Pierre Bousquet, Pierre Botti et Jean Castrillo, qui sont, et c'est répété, les fondateurs de militants. Or, ils avaient cette particularité, j'ai, compte tenu de mon grand âge, parfaitement vécu la période de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils étaient de ceux, étant membres de la Légion des volontaires français à l'Est, dont le cardinal Baudrillard, directeur de l'Institut catholique de Paris, a déclaré à l'époque que les armes de nos légionnaires soient bénies, le tombeau du Christ sera libéré. Ce sont des choses qu'on escamote, mais de la même façon qu'en réponse à un message qu'avait transmis le maréchal Pétain en visite à Lourdes au pape, celui-ci a répondu « Vous êtes l'envoyé de la Providence ». Or,
Le maréchal a été investi le plus régulièrement du monde par les organismes officiels et notamment par la Chambre de Front Populaire qui avait été élue en 1936, reconnue par toutes les puissances du monde. À Vichy, il y avait en même temps l'ambassadeur d'Union soviétique et des États-Unis d'Amérique. Donc, c'était parfaitement légal, légitime, et je vous assure, avec la population unanime d'accord française en faveur du maréchal de France, qui se rappelait le chef d'origine paysanne humain qui, lors de la guerre de 14-18, évitait de faire massacrer les gens inutilement, instituer les permissions militaires qui existaient dans l'armée allemande mais pas dans l'armée française, et qui a également, lorsqu'il s'est produit des mutineries et qu'il a pris le commandement de l'armée française après, diminué la répression. Donc c'est vis-à-vis d'un homme profondément humain que les populations françaises s'étaient adressées. Et vous savez, il est de son procès la même énormité que celle faite à Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, c'était les étrangers tout de même, s'il y avait certains prêtres complaisants. Tandis que là, c'est un tribunal français. Alors, quand sera-t-il rétabli la vérité? Je l'ignore, mais je rappelle que pour Jeanne d'Arc, il a fallu 500 ans. Le premier chef d'État, c'est Bonaparte, qui a reconnu l'illustre Jeanne d'Arc, a prouvé qu'il n'était rien d'impossible à la nation française lorsque son indépendance était menacée. Et ce sont les termes qu'il employait en réponse à la mairie d'Orléans, qui lui demandait de rétablir les fêtes de la délivrance d'Orléans, qui avaient été supprimées par la Révolution. Forcément, l'Église était gênée, puisque en fait c'est elle qui l'avait condamné, Jeanne d'Arc, et la monarchie, de faire dépendre le maintien de la monarchie d'une paysanne d'une vingtaine d'années, c'était un peu fort. Et finalement, c'est les victoires militaires qui influencent profondément, je suis chrétien et catholique, mais qui influencent fortement les décisions de l'Église. Jeanne d'Arc a été reconnue sainte en 1920, c'est-à-dire pas prime à la victoire française de 14-18. Alors en ce qui concerne le maréchal de France, j'ignore quand, mais il faudra une réhabilitation indispensable. J'ai parlé de ça parce que c'est la période de guerre et, je le disais à nos amis à l'instant, j'ai vécu ça. Toutes les synagogues étaient ouvertes en France. Or, que je ne sache, ce n'est pas les militaires allemands qui y allaient, ni non plus les gens de nos opinions. Mieux encore, elles n'étaient pas gardées par la police, tandis que maintenant, ils sont protégés. Alors qu'on vient de me raconter des histoires, vous savez, pour un peu, j'aurais pas besoin de me raser tous les jours, parce que ça suffit. Bien. Alors, il y a actuellement des actes incontestés de ce qu'on appelait, alors c'est encore la guerre, le terrorisme à l'époque. Le terrorisme, c'était les pseudo-résistants, mais qui méritaient bien ce bon. Or, le gouvernement et la presse actuelle a trouvé la formule. C'est-à-dire que c'est le risque des attentats et autres provient de son agression, proviendrait de l'activité de certains groupes d'extrême droite. Alors, j'ai quelques coupures de presse, celle du 25 octobre, trois militants d'extrême droite jugés aujourd'hui à Angers avaient insulté un Rwandais dans un bar. Et des violences racistes au tribunal, dont le terrorisme musulman risquerait d'être aggravé par le contre-terrorisme d'extrême droite. Mais oui, attendez la suite. Ça date de quand? Du 29 novembre, oui, c'est pas une page entière dans Le Monde, intitulée
les terreurs brunes dans le Grand Ouest. Oui. C'est inimaginable, quoi. Les terreurs brunes dans le Grand Ouest, où il est décrit des gens qui se défendent, qui flanquent une baigne de temps en temps à des gauchistes, et alors là, c'est la terreur brune, et il y a en exil, c'est-à-dire au centre, la réflexion. Je ne pensais pas revoir des choses comme ça, c'est une régression terrible. Jean-Pierre Bougnou, comme par hasard, militant antiraciste depuis les années 80. Vous voyez, c'est la référence. Bon. Mais Le Monde, c'est insuffisant parce que un autre journal, Le Parisien, qui était mieux inspiré autrefois, l'intrigant commando raciste, un groupuscule inconnu, jusqu'ici a revendiqué 6 attaques au marteau commises à Dijon-Côte d'Or, à Chalon-sur-Saône, etc. Et une page entière. Autrement dit, le danger, il n'est pas uniquement des terroristes musulmans, il est des contre-terroristes qui évidemment sont à l'extrême droite. Vous voyez, d'où toute une campagne de presse, et on ne s'en aperçoit pas. Il y a une autre chose, des nouvelles importantes qui sont escamotées, et notamment le fait d'une décision du gouvernement, je dis bien, du gouvernement polonais de rétablir le dimanche. C'est capital. Le gouvernement polonais a dit que dans 2 ans, il n'y a personne, à part les boulangers, à part les transports, à part etc., qui travaillerait le dimanche. Alors, c'est déjà commencé, c'est-à-dire, c'est progressif, mais on rétablit le dimanche. Mais c'est considérable. Imaginez que mes oreilles en sont fatiguées, d'ailleurs si j'entends mal c'est en partie à cause de ça, que les gens vous disent « Bon week-end, est-ce que vous avez passé un bon week-end ?» C'est courant. Or, week-end veut dire fin de semaine. Et quand je leur dis « Mais c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine », pourquoi vous dites en anglais ça? On disait « Bon dimanche » autrefois. Et des villages, en France notamment, se retrouvaient quasi entiers. Sur la place de l'église, il y avait ceux qui assistaient à la messe et ceux qui allaient au bistrot en face, et c'était toute une population rurale qui se retrouvait. Vous voyez, le dimanche était une fête de famille, et la Pologne montre l'exemple. Elle rétablit le dimanche dans son intégrité, et il faut commencer par des choses comme cela. Et puis, il y a l'attitude de la Russie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il faut tenir compte du fait que les Russes sont les meilleurs joueurs d'échecs et que les Chinois en sont les inventeurs. Or, le jeu d'échecs n'est pas le jeu de n'importe qui et de n'importe quoi. Vous êtes contraint de réfléchir couramment une demi-heure avant de déplacer une pièce. Donc, il y a accumulé tout un savoir, toute une patience que les politiques libéraux sont incapables. Donc il faudrait considérer la chose, et puis c'est un monde, la Russie d'une part, le monde asiatique d'autre part. Et une nouvelle nous vient de Moscou. Moscou étudie la piste du meurtre rituel dans l'assassinat de Nicolas II. L'annonce de la justice russe qui reprend le vocable antisémite, a déclenché l'ire de la communauté juive. Motif. Il y a eu une enquête judiciaire il y a plusieurs années qui n'aboutissait pas. Et cette enquête judiciaire a été reprise en 2015. Et elle est reprise maintenant par un très haut fonctionnaire judiciaire russe. Et, oui, les personnes abattues à Ekaterinbourg. Et alors, nous avons des liens les plus sérieux à l'égard de cette thèse de meurtre rituel. Et il y a le patron de l'Église orthodoxe russe qui dit oui, c'est un crime rituel,
contre la famille impériale russe, un meurtre kabbalistique, et l'évêque, qui est en même temps conseiller religieux et le confesseur de Poutine, son nom est là, également, vous pourriez en prendre connaissance, ils sont le grand patron de l'Église orthodoxe, l'évêque orthodoxe, s'entend, conseiller du président Poutine, et la haute administration judiciaire. Il dit, mais il y a tous les éléments du meurtre rituel contre la famille impériale russe qui était responsable de prétendues répressions, etc. Et le journal, innocemment, c'est le mercredi 29 novembre, le Figaro, vous voyez, je n'invente rien, nous dit récemment, le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, a dénoncé les descendants juifs de l'Empire qui occupent encore en Russie de grandes responsabilités dans les médias. Et alors, on a l'explication, la justice déclare que c'est le leader bolchevique juif, Yakov Semlov, qui a commandé à un autre juif, Yakov Yurovsky, de tuer la famille impériale, accomplissant ainsi un rite kabbalistique. C'est pas moi. Vous voyez? C'est donc qu'il y a, de par le monde, une prise de conscience et surtout une résistance officielle, que ce soit les Polonais, que ce soit les Hongrois, que ce soit les Russes maintenant et combien d'autres, pour dire il y en a assez de tout mensonge, et puis rétablissons la vérité, c'est nécessaire. Alors, on assiste, ça, l'extérieur, mais il faut savoir que un philosophe en France dit d'extrême droite, je ne citerai pas son nom, a déclaré que la droite et la gauche c'est fini maintenant. Bien. Alors, il faut bien distinguer. Il y a depuis la Révolution de 1789 une droite et une gauche parlementaires, une droite et une gauche politicienne, une droite et une gauche cosmopolite. Mais, indépendamment de cela, et vis-à-vis de ça, il y a, c'est une thèse que j'affirmais depuis des mois, historiquement, dans notre histoire nationale, une droite et une gauche. Ce qui est curieux d'ailleurs, dans la droite parlementaire, dans la droite politicienne, dans la droite cosmopolite, c'est qu'elle siège dans un hémicycle, une demi-circonférence, et ça justifie l'appellation de droite et gauche. Mais c'est par rapport au président. Sans ça, la gauche siège à droite et la droite siège à gauche. Ben, vous savez, cette confusion, elle est maintenue après, hein, ils ne s'en gênent pas. Et ceux qui disent du centre, c'est qu'ils ont la lâcheté de leur camp, mais en réalité, bien. Or, il y a une droite historique en France et il y a une gauche historique. C'est tellement vrai. C'est que le dictionnaire historique de la langue française, dans son somme 2, attention, ça a 1500 pages, le dictionnaire historique de la langue française, il indique tout ce qui correspond à droite doit être à droite. Et il y a le constat que dans la cinquantaine de références, elles sont toutes favorables. Hein? Quelqu'un est droit, il marche droit, et bon, toutes favorables. Et le même, et alors c'est la traduction tout de même, au cours d'un millénaire d'histoire française, c'est la traduction de ce que pensent les gens. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, notre langue française, Sa Majesté la langue française, disaient les Québécois d'autrefois, Sa Majesté la langue française, traduisait le sentiment populaire. Tandis que le même ouvrage parle de la gauche. C'est pas moi, hein, c'est le dictionnaire historique de la langue française sous la direction. Et alors,
Là, le terme gauche, il prend une demi-page. Tout ce qui est de mauvais, c'est la gauche, historiquement. C'est comme ça. Et on doit se soumettre à la langue qui traduit, surtout notre langue, qui traduit les sentiments, qui traduit la réalité. Vous savez qu'autrefois, la langue française était la langue diplomatique parce qu'elle est précise. On ne peut pas, à l'occasion, raconter l'histoire. Les accords en ce qui concerne l'État d'Israël, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont été rédigés en anglais. Et il n'y a pas de distinguo entre l'évacuation des territoires et l'évacuation de territoires. Vous voyez, on joue de la confusion. Donc notre langue est formelle. C'est pourquoi il n'y a pas à dire, comme des imbéciles, qu'on n'est pas de droite ni de gauche. Oui, de leur droite ni de leur gauche, dans leur système. Mais par rapport à notre histoire nationale, il y a à se reporter à notre langue qui traduit ce que les générations pendant 1000 ans ont fait, c'est-à-dire tout ce qui était droit et à droite était bien, et tout ce qui est gauche n'était détestable. Alors il y a à revendiquer l'étiquette de la droite historique, de se comporter en tant que telle. Et la droite historique, eh bien, c'est le travail, c'est la famille et c'est la patrie. Et on me disait, mais pourquoi avoir dit autant contre le maréchal de France? C'est tout simplement moins contre lui, contre le fait d'avoir rétabli justement l'ordre français, cet ordre profondément de droite. Et alors il ne s'agit pas d'être droite bêtement, mais d'affirmer notre nationalisme et en disant de telle façon, selon l'expression bien française, à droite toute. Mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier d'être venus participer à ce repas d'anniversaire, ce repas assez exceptionnel dans notre milieu, puisque nous fêtons les 50 ans d'une publication nationaliste. En effet, nous sommes le 1er décembre 2017, et il y a exactement 50 ans, le 1er décembre 1967, paraissait le numéro de la revue Militant. Alors à l'époque, il ne s'agissait pas d'une revue de 16 pages en papier glacé avec photo couleur, graphique couleur, mais d'une simple revue renéotypée de 4 pages. Elle avait été créée par des militants nationalistes qui étaient issus de la mouvance d'Europe Action, et la revue Militant, à l'origine, avait été conçue comme un bulletin de liaison entre ces militants nationalistes. 2 ans après, en 1969, Militant cessait de passer pour un bulletin interne et devenait une publication diffusée dans le public, était imprimée avec 8 pages, paraissait tous les mois. Ce groupement de nationalistes, parmi lesquels figuraient comme cheville ouvrière François Bousquet, Pierre Bousquet plutôt, Pierre Poty, Jean Castrillo, Henri Simon, a été en grande partie à l'origine de la création du Front National. Un temps, la revue Militant a même été l'organe officiel du Front National, jusqu'au moment où le Front National, prenant une dérive libérale, une dérive démocratique, ces mêmes personnes, Pierre Bousquet, Jean Castrillo, ont décidé de quitter le Front National pour créer le Parti nationaliste français et rendre à la revue Militant son autonomie. La revue Militant a été dirigée par Pierre Bousquet jusqu'en 1991, année où il est décédé prématurément, la suite ayant été prise en main par Jean Castrillo. Qu'il s'agisse de Pierre Bousquet et qu'il s'agisse de Jean Castrillo, nous avons affaire
à des militants nationalistes qui ont mis leur peau au bout de leurs idées. Ce sont des gens qui avaient compris que la défense de la civilisation européenne passait par la lutte contre le judaïsme politique. Judaïsme politique qui, à l'époque, se trouvait aussi bien à New York qu'à Londres qu'à Moscou. Étant donné que la Russie elle-même a été une des principales victimes du judaïsme politique, puisque le parti bolchevique était d'abord un parti de juifs, dirigé par un quart de juif qui s'appelait Vladimir Ulyanov, alias Lénine. Donc de 1991 à 2012, date de sa mort, la revue Militant a été dirigée par Jean Castriot. Elle fut un temps bimensuelle, et compte tenu des difficultés que rencontrent les revues, notamment les revues nationalistes, Militant est redevenue, ce qu'elle était à l'origine, une revue mensuelle. J'ai eu l'honneur de prendre la succession de Jean Castriot, ainsi qu'il me l'avait demandé, alors que je collaborais à la revue Militant depuis 1995. Aujourd'hui, après 50 ans, Militant est effectivement une des rares revues nationalistes qui existent encore en France. Parmi ses aînés figurent Lecture française, Rivarol, et peut-être l'ancêtre de tous, Écrit de Paris, dont la diffusion est moindre, mais la qualité reste toujours de très haut niveau. Aujourd'hui, pour arriver à tenir à contre-courant du système, à contre-courant d'un monde en pleine décrépitude et en pleine décadence, cela signifie que pour tenir une revue nationaliste, il faut des militants motivés, des militants déterminés, qui ne reculent devant aucun sacrifice, qui ne demandent rien pour eux-mêmes, mais qui donnent tout à la patrie et à la civilisation européenne. Effectivement, faire vivre une revue nationaliste est extrêmement difficile. Nous ne disposons pas de la publicité qui maintient en vie artificiellement toute ce que l'on appelle la grande presse, qu'il s'agisse des quotidiens, tels Le Figaro ou Le Monde, des hebdomadaires, comme Le Point ou L'Express, ou d'autres revues mensuelles. Nos revues nationalistes ne vivent que des abonnements de leurs lecteurs, des dons qui leur sont faits, et ensuite de l'audience qu'ils savent acquérir par la qualité de leur travail. Nous sommes aussi confrontés à un problème bien actuel, qui est le fait du développement de l'Internet, de l'informatique, de la lecture virtuelle sur ordinateur et sur écran, qui fait que beaucoup de gens préfèrent regarder des vidéos, préfèrent lire des textes très courts, plutôt que de s'abonner à des revues qui traitent de problèmes de fond, qui abordent des problèmes de civilisation et qui surtout forcent à la réflexion. Alors, en un sens, pour nous, c'est rassurant, parce que ceux qui nous rejoignent sont les meilleurs, sont l'élite de la France, sont l'élite de notre civilisation, et nous ne pouvons construire l'avenir que sur des gens formés, des gens déterminés, des gens bien formés, qui savent exactement où nous allons, ce que nous devons faire, et non pas des gens qui suivent les modes, qui suivent les médias, qui suivent l'écume des jours. Mais effectivement, avec la destruction de l'éducation nationale, ou de l'instruction publique, que l'on pourrait appeler aujourd'hui la déséducation nationale, les jeunes générations sont beaucoup moins nombreuses que les anciennes à même de comprendre ce que nous écrivons, ce que nous publions. Et il est évident
qu'une grande partie de notre lectorat a dépassé la soixantaine. Pour autant, de jeunes générations ayant compris les enjeux dans lesquels nous sommes, vivant dans leur chair, dans leur vie, les problèmes de la vie actuelle, se rendant compte qu'avec les gouvernements de l'anti-France que nous avons, ils ne peuvent plus s'affirmer en tant que Français, ils ne peuvent plus exprimer leurs opinions sans risquer de tomber sous le coup de la loi et de condamnations jugées infamantes, mais qui pour nous sont comme des légions d'honneur. Eh bien tous ces gens-là, toute cette jeunesse nous rejoint. Et beaucoup plus que dans le temps, peut-être encore, c'est une jeunesse d'élite. Autrement dit, notre presse nationaliste, celle qui survit, avec bien des difficultés, constitue aujourd'hui le fer de lance du combat nationaliste contre la politique de destruction de la France, de notre civilisation française et plus largement de la civilisation européenne. C'est aussi le fer de lance contre ce que dans nos revues, que ce soit Militant, mais que ce soit Rivarol, et c'est pour ça que toutes ces Rivarol a beaucoup de procès, nous dénonçons les maîtres du moment, les magistères du pouvoir en place, c'est-à-dire le judaïsme politique et leur laquais, la maçonnerie. Dans une revue comme Militant, par rapport aux autres revues, nous avons une particularité. Nous insistons sur les problèmes économiques et les problèmes financiers. Il est, je ne dirais pas un travers, mais il est une des faiblesses de la mouvance nationaliste de plus s'occuper d'idées, de doctrines, mais pas assez d'économie. Or, il faut savoir que demain, et j'en suis convaincu, nous arriverons aux affaires. Mais lorsque nous arriverons aux affaires pour redresser la France, si nous ne donnons pas à manger à nos compatriotes, si nous ne redressons pas l'économie, si nous ne donnons pas les moyens de la puissance économique et surtout militaire, ne serait-ce que pour assurer notre indépendance, eh bien nous ne nous en sortirons pas. Et c'est pour cette raison qu'une revue comme Militant insiste énormément sur les questions financières et les questions économiques. Si l'intendance ne suit pas, eh bien nous pourrons avoir les meilleures idées du monde, nous ne tiendrons pas au pouvoir, nous serons balayés. Nous en avons un exemple assez récent, ce sont les frères musulmans en Égypte. Par un travail militant extraordinaire, ils avaient réussi à noyauter, à dominer l'ensemble de la société égyptienne. Ils sont parvenus au pouvoir, mais incapables de remettre l'économie en route et de la développer, ils ont été balayés au bout d'un an. Cela, nous devons en être conscients. Et effectivement, dans la revue Militant, nous insistons sur les questions économiques, car les idées, nous les avons tous. Mais la clé de la réussite, la clé de notre maintien, c'est la réussite économique. Militant est, avec des revues comme Rivarol ou Écrit de Paris, une des rares revues en France à aller au fond des choses. Alors effectivement, nous ne risquons pas d'obtenir de grandes publicités dans les médias, dans les journaux, dans les télévisions. Pour une simple raison. Quand vous dénoncez les maîtres du moment, ceux auxquels on ne doit pas toucher, eh bien on cherche à vous faire taire. Lorsque vous dénoncez le judaïsme politique, lorsque vous dénoncez la République des loges, lorsque vous dénoncez, à la suite de nos grands ancêtres, qu'il s'agisse d'Édouard Drummond, de Charles Maurras, de Maurice Barrès, les 4 États qui constituent l'anti-France, qu'est cette République maçonnique, eh bien évidemment, vous constituez ce que l'on appelle un noyau indestructible face à cette politique d'anti-France que représente leur République, qui n'est pas une République de France, qui n'est pas une République, mais une République
universelle, à vocation universelle, qui a fait son nid comme un coucou dans le cœur de la France, à partir de 1789. Et notre gros travail, à nous autres, consiste à faire comprendre à nos compatriotes, à nos concitoyens, que nous avons changé de rationalité intellectuelle. Nous avons changé de monde mental en 1789, lorsque, à la faveur de la crise d'un régime qui effectivement était arrivé en bout de course, ce que l'on a appelé ensuite l'Ancien Régime, les sectes maçonniques, formées à la cabale juive, se sont emparées de l'État français. 1789 n'est pas uniquement le renversement de l'Ancien Régime, mais c'est surtout l'avènement d'une rationalité qui a placé l'homme au centre du monde, alors qu'auparavant l'homme se savait un élément dans l'ordre universel, avec des lois auxquelles il devait se confirmer pour pouvoir vivre de manière saine et équilibrée. Depuis lors, l'homme, se considérant comme la mesure de toute chose, il a pensé que le monde devait s'organiser selon ses propres volontés et ses propres lubies, et non pas en fonction d'un ordre qu'il dépassait. Et nous en avons les conséquences aujourd'hui. Vous avez, on essaye de nous faire comprendre, de nous faire accepter qu'il y a, comme normal, le mariage de deux hommes, le mariage de deux femmes, peut-être demain le mariage d'un homme et d'un cheval ou de je ne sais quoi d'autre encore. On essaye de nous faire comprendre qu'il est normal que nous autres, Français, nous autres propres blancs, nous devons nous laisser nous envahir. Nous devons abandonner notre mémoire. Nous devons nous laisser détruire pour laisser la place à d'autres peuples qui, eux, ont leur territoire, mais qui, aujourd'hui, par la politique d'invasion qui est faite chez nous, sont en train de nous détruire. Notre travail, à nous autres, dans nos revues, comme militants, c'est de faire comprendre aux Français que nous avons un honneur, que nous ne sommes pas des gens mauvais, des gens qui avons apporté le malheur à l'humanité, mais au contraire des gens qui avons apporté à l'humanité un progrès incommensurable. Le bien-être, l'industrie, l'affaiblissement de l'effort pour certaines tâches, l'auxiliarité des machines. Nous devons faire comprendre que la matrice du développement de l'humanité, ce ne sont pas les peuples jaunes, ce ne sont pas les peuples noirs, ce ne sont pas les peuples amérindiens, mais c'est tout simplement les peuples blancs d'origine indo-européenne, helléno-chrétienne. Voilà notre travail. Et effectivement, nous allons dans ce cas-là contre la politique du judaïsme politique qui veut faire en sorte que le peuple juif soit le peuple prêtre de l'humanité, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'humanité et Dieu, dans lequel les autres nations, c'est-à-dire les peuples chrétiens, les peuples hindous, bouddhistes, ou ce que je sais encore, musulmans, sont soumis à cette autorité. Vous avez qu'à lire les 7 lois noachides, tout est écrit. Le rabbin Ben Amozeg, dans les années 1890, a clairement exposé la politique à suivre pour imposer la domination du peuple juif, du peuple prêtre, à l'ensemble de ce qu'on appelle les peuples gentils, c'est-à-dire à commencer par les peuples blancs de civilisation indo-européenne et chrétienne. Eh bien, effectivement, notre travail à nous, c'est de faire comprendre toutes ces choses-là à nos compatriotes. Mais c'est aussi d'analyser les événements qui se produisent à la clarté de la doctrine nationaliste. La doctrine nationaliste n'est pas une idéologie, c'est pas quelque chose qui est fondé sur les lubies de l'homme, sur des représentations purement intellectuelles, des virtualités de l'esprit. La doctrine nationaliste est fondée sur l'expérience de l'histoire. La doctrine nationaliste repose sur l'analyse des faits à travers l'histoire et qui nous enseigne les lois de la vie des sociétés et de la manière de les maintenir en bonne santé, de leur permettre de devenir
toujours plus puissante et plus saine et plus vivante. La doctrine nationaliste, il faut le dire, si l'on veut la résumer par un mot simple, c'est tout simplement analyser et juger les problèmes politiques qui se présentent dans la vie par rapport à l'intérêt de la nation. Et pourquoi par rapport à l'intérêt de la nation? Parce que chacun d'entre nous, eh bien, sans la nation, nous ne sommes rien. Et pour quelle raison? Parce que notre être, il est constitué de nos gènes, de ceux de nos parents. Il est constitué de ce que nous vivons, mais il est surtout constitué de la mémoire qui est formée par des générations qui ont travaillé des terres, qui se sont battus pour la défendre, des générations entières qui, à travers une tradition vivante, ont permis à faire ce que nous sommes. Nous ne sommes des débiteurs insolvables des générations qui nous ont précédés. Et effectivement, des revues comme Militant sont des revues nationalistes, car elles proposent une politique pour le présent et surtout pour l'avenir qui va permettre, le jour où la situation se présentera, de rendre la France à son destin et, avec nos camarades étrangers, nos amis étrangers, dans chacun de leurs pays, de rendre aussi l'ensemble de l'Europe à son destin qu'elle n'aurait pas dû perdre pour la France depuis 1789 et puis pour l'Europe depuis 1945, qui est marqué au fer rouge par cet acte monstrueux qu'est le procès de Nuremberg. Et je terminerai par des mots d'espérance. L'espérance est chrétienne, mais l'espérance est nationaliste. Les événements à venir sont lourds de bouleversements. Lorsque vous avez des sociétés qui se laissent envahir, qui se retrouvent dans une société de conflits de civilisation, de conflits d'ethnie, de conflits culturels, sur leur propre territoire, ce que l'on appelle les sociétés multiculturelles, sont des sociétés qui entraînent inévitablement des conflits, qui entraînent inévitablement des déstabilisations de sociétés à l'origine stable. À partir de ce moment-là, vous avez des failles qui se produisent. Il y a d'autres problèmes, les problèmes financiers, les problèmes économiques. Il est absolument malsain que 97% de la masse monétaire internationale soit consacrée à autre chose qu'à des transactions physiques, des transactions commerciales réelles. Il est absolument anormal que pour sauver la finance et tenter de sauver nos économies de la faillite, on n'imprime pas vraiment, mais on crée des lignes de crédit sur des livres en masse incommensurables, sans rapport avec la réalité. Eh bien, lorsque vous avez une situation financière aussi malsaine, à un moment ou à un autre, les choses éclatent, les choses bougent, les choses changent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire que la presse financière, même régimiste, vous apprendrez que chacun, dans ses revues, craint l'explosion de la bulle de la dette née en 2008. D'ailleurs, bulle née de la dette en 2008, mais qui elle-même, la crise de 2008, était née des bulles antérieures. Donc, dans les années à venir, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment. Mais le monde que nous connaissons aujourd'hui va connaître un cataclysme que personne ne peut imaginer. Et seulement, les retournements de situation se feront sur une fenêtre très étroite. Il faudra le coup d'œil, comme disait Clausewitz, mais il faudra aussi, surtout, des gens formés, des gens inaccessibles au découragement, comme disait Rosa Antonio Primo de Rivera. Autrement dit, une élite fondée sur les traditions de notre civilisation, les traditions étant le code génétique d'une nation, qui, sachant s'organiser, se former, sauront à ce moment-là rendre la France, rendre la civilisation européenne à ses traditions,
à son histoire et fermer la parenthèse de ces 2 siècles de destruction dans lesquels nous vivons et dont nous souffrons. L'équipe de militants vous remercie encore d'avoir participé à ce demi-siècle d'existence et grâce à votre soutien, grâce à l'action des jeunes générations militantes, eh bien, je pense que pour beaucoup, nous nous retrouverons pour les 60 ans en 2027. Je vous remercie.